Quand je suis arrivée au Collège de France, d'abord, je ne voulais pas venir dans cette institution parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Enfin, pour toutes sortes de raisons, je me disais c'est pas une bonne idée. Mais il y a des moments comme ça au Collège de France où on se dit ben, finalement c'est vraiment un très bel endroit. Parce que je crois que c'est vraiment un des rares endroits où on puisse véritablement ouvrir un espace de savoir et de discussion libre. Et j'ai l'impression que ces espaces-là sont en train de se raréfier. Enfin, c'est peut-être une impression subjective, mais je crois que malheureusement, elle est aussi objective. Et je crois que aujourd'hui, on a eu ça. Hein. Alors, en commençant ce matin, rien n'était gagné puisque, comme vous savez, on est tous arrivés en nage, enfin, transpirant sous le cagnard, tout ça. Et on s'est dit, mais encore une journée de discussion oiseuse, enfin, qu'est-ce qui me le fait faire, hein, bon. Là, moi, je dois dire que j'ai déjà pris un plaisir intense à écouter des historiens, des juristes, des sociologues, des philosophes, qui chacun ont leur langage. Et j'oublie aussi les informaticiens, qui ont chacun leur langage. Et c'est toujours intéressant d'écouter dans quelle langue ils parlent. Alors évidemment, on parle tous français ici en principe, mais je veux dire, chacun a sa manière de dire les choses. Hein. Alors moi, déjà, rien que ça me comble d'aise. D'autre part, sur une question qui est évidemment très à la mode, hein, le numérique, l'intelligence artificielle, enfin ici même au collège, je crois que c'était en octobre, on a organisé le colloque de rentrée sur les formes de l'intelligence. Anna Lombert y était déjà. Là, je crois qu'on a fait quelque chose de différent aujourd'hui. D'abord, on a ouvert la perspective à la fois dans le temps et dans l'espace. On a ouvert la question justement en la regardant à partir de points de vue disciplinaires très, très différents. Et alors on a vu comment en fait toutes ces langues, tous ces discours finissent par s'entrecroiser. Hein. Alors moi je vais pas vous assommer enfin en essayant de fournir un résumé de la journée, hein, ou même un résumé de chacune des communications, mais juste vous essayer de vous dire moi ce que j'ai retenu, hein, de toutes ces présentations. Alors, on a commencé par ceux que j'ai appelés les deux maîtres, hein, donc Alain Supiot et Roger Chartier, qui ont donc d'abord ouvert la question et ouvert donc la perspective temporelle. Hein. Roger Chartier nous a magistralement retracé toutes ces révolutions qui nous ont amenés à partir de l'écriture, en passant par la révolution de l'imprimé jusqu'à la révolution actuelle, en montrant que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est pas simplement une révolution de plus, mais une véritable rupture. Une rupture de l'ordre du discours, mais aussi une rupture anthropologique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a été repris dans la plupart des exposés subséquents, hein, cette rupture anthropologique.
qui est justement ce qui est le plus anxiogène hein, dans cette dictature numérique. Marc Hunyadi, justement, en fait, a enfoncé le clou, en quelque sorte, enfin, en disant que en fait, dictature numérique, c'est presque d'abord, c'est un terme dépassé, merci beaucoup, et qui est trop faible, hein, parce qu'en réalité, nous avons un phénomène qui est, je reprends son terme, de holiste, et ça m'a beaucoup frappé parce que en écoutant justement tous ces collègues venus d'horizons différents, j'avais l'impression d'entendre parler du Tao chinois. Hein, bon, c'est-à-dire la voix, vous savez, la voix avec un grand V, là, V-O-I-E. Parce que c'est une thématique qui me turlupine. Alors je ne vais pas vous ennuyer avec mes histoires, mes chinoiseries là, hein. Mais il se trouve que c'est quelque chose qui me turlupine depuis un certain temps, et je vais revenir là-dessus dans mon cours de l'année qui vient. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais raconter, mais je sais que ça va tourner autour de ce pot-là. Hein. Bon. Alors, justement, ce qui est inquiétant dans cette rupture anthropologique, c'est son côté holiste. Et alors, au fond, dans beaucoup de présentations, comment dire, la tension que nous avons sentie, c'est entre justement la question de la fragmentation, l'atomisation, les tokens dont parlait Benoît Sago, hein, et d'un autre côté, justement, cette emprise totale. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que au fond, comment dire, pour reprendre l'expression là aussi de Marc Hunyadi, nous sommes transformés uniquement dans des sujets libidinaux et comment dire, à qui en fait on sert quelque chose qui est d'autant plus prenant, séduisant, qu'il est totalisant. Hein. Et moi, évidemment, avec mon contexte chinoisant, là, en fait, je me dis, au fond, c'est ça, la séduction qu'exerce cette notion de Tao, de voix. Hein. Bon, alors, j'en dis pas plus pour l'instant, parce que je vais y consacrer quelques heures l'année prochaine. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a cette force holisante, en quelque sorte, justement, qui permet de se donner l'illusion que le monde fragmenté, les Chinois diraient les 10 000 êtres, au fond ne font qu'un. Alors, et là, évidemment, est tout le danger, parce que quand on s'aperçoit que justement derrière cette unité, ce holisme, il y a en fait un mode de contrôle total. Alors ça, si on reprend l'histoire de la Chine, les Chinois l'ont compris depuis très longtemps, ça, hein, que si vous voulez garder ensemble un territoire très vaste, un espace très vaste, hein, il vous faut une idéologie qui vous permette justement de tenir tout ça ensemble. Et évidemment, le Tao et la notion de contrôle de la population est absolument au centre de tout ça. Donc, Stéphane Lelay, justement, a aussi repris à sa façon cette tension, justement, entre l'atomisation, hein, de tous ces galériens
de l'asphalte. Justement ce contrôle total qui s'exerce sur eux et qui les réduit véritablement en esclavage. Alors, comme je disais justement à la fin de sa présentation, la Chine propose sa solution. On va remplacer justement tous ces pauvres esclaves par des robots. Au moins, les robots, ils souffrent pas et tout ça. Mais n'empêche, il faudrait quand même pas oublier que la robotisation provoque de la souffrance, de la souffrance humaine, de la souffrance sociale, parce qu'évidemment, quand les Chinois vous disent les robots vont justement permettre de se passer de tant de millions d'emplois, en fait, ils vous disent pas ce que deviennent les êtres humains qui occupaient ces emplois-là. Bon. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Nos deux dernières présentations, donc moi, ce que j'en ai retenu, en fait, c'est que, d'abord, j'ai retenu de la présentation de Patrick Weil, qui était très, c'était une espèce de feu d'artifice. Enfin bon, on passait justement des témoins de Jéhovah aux Amish, etc. Mais ce que j'ai retenu, en fait, c'est cette notion de incumbent self. C'est-à-dire, au fond, on a une technologie qui est symbole d'encombrement. C'est-à-dire que, enfin, c'est peut-être pas très gentil de dire ça. Mon mari défunt était chinois et il était ingénieur. Il était spécialiste d'imagerie robotique et donc il a apporté chez nous toutes sortes d'appareils, enfin de machines et tout ça, que moi, en fait, je décrirais comme, je trouve pas d'autre mot que le mot anglais clunky. Clunky, c'est à la fois encombrant, pas forcément très fonctionnel. Pour moi, la technologie, c'est ça. Bon, mon mari, c'était quelqu'un de formidable, mais en tant qu'ingénieur, voilà, enfin, il m'a laissé en héritage cet encombrement technologique. Et ça m'a fait penser, alors l'image de l'encombrement me fait penser à l'encombrement bourgeois. Alors, bon, alors là, vous allez dire, oui, ça y est, le woke est en train de ressortir, mais pour moi, comment dire, l'encombrement bourgeois, c'est le salon bourgeois. Vous savez, les gros fauteuils en cuir ou en simili-cuir, etc. Enfin, vraiment quelque chose de très encombrant, quoi. Et donc, je me dis, au fond, ce que nous cherchons à faire, ben, c'est ce que Judith Rochfeld nous préconisait avec les forces du droit. C'est d'abord le droit. Enfin, moi j'ai des notions vraiment très sommaires, enfin qui me viennent de Montesquieu essentiellement. Bon, moi j'ai retenu de Montesquieu et je pense que c'est quelque chose de capital pour la Chine. Montesquieu, c'est quand même quelqu'un qui a introduit cette notion de distinction. C'est-à-dire de faire on parle toujours de séparation des pouvoirs, mais en fait, c'est des distinctions entre les pouvoirs. Et donc, ce que fait le droit, c'est, enfin moi, c'est ce que j'ai compris, peut-être je me trompe, hein, il crée de l'espace dans justement cet espace extrêmement encombré, quoi. En faisant des distinctions, en introduisant des analyses, il crée en fait des espaces qui permettent de respirer, quoi. Bon. Et c'est précisément ce qu'on n'a pas dans la Chine actuelle. C'est-à-dire dans la Chine actuelle, il y a justement cette espèce de holisme qui vient de très loin, de la très haute antiquité,
mais qui se traduit actuellement dans cette espèce d'encombrement technologique. Donc je pense je vais rester sur ces diverses images qui me sont restées de cette journée, et merci encore à vous qui êtes encore là maintenant, et à tous nos collègues qui ont accepté de participer à l'aventure. Merci.